RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, on revient sur le contexte politique tendu avec votre invité Christopher Gigès. Oui, c'est Christopher Gigès, notre invité du matin, porte-parole et membre du 16e gouvernement, membre élu du 16e gouvernement. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, le 16e gouvernement est tombé, je ne vous apprends rien, le 2 février, mais il joue les prolongations. Il est chargé d'expédier les affaires courantes et certains lui reprochent de dépasser ses prérogatives. C'est le sens de la motion préjudicielle qui a été déposée mercredi par les indépendantistes au Congrès pour empêcher l'examen d'un projet de loi de pays. Alors, quelles sont en fait les limites des affaires courantes? Est-ce qu'on les a enfin définies? Je pense que dans la situation actuelle, on a tiré les limites très loin. C'est-à-dire que un gouvernement en affaires courantes qui gère 2 cyclones, une crise sanitaire et qui doit prendre aujourd'hui des mesures justement pour relancer l'économie et éviter que l'économie et que la Nouvelle-Calédonie s'effondre. Je crois que la notion d'affaires courantes a été tirée très très loin, mais aujourd'hui, ceux qui nous reprochent finalement de travailler, c'est ceux qui ont fait chuter le gouvernement pour des mauvaises raisons et qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'entendre. Donc je crois qu'il ferait mieux de prendre leurs responsabilités plutôt que de bloquer la Calédonie. Alors c'est cette notion d'affaires courantes, en tout cas de votre capacité ou non à prendre un certain nombre de textes qui a été mise en cause avec cette motion préjudicielle qui a donc empêché l'examen d'un texte. Qu'est-ce que ça peut être les conséquences de cette obstruction de la part des indépendantistes qui ont d'ailleurs été rejoints par Calédonie Ensemble pour adopter la motion? Oui, c'est pas la première motion préjudicielle, c'est-à-dire que là le prétexte est les affaires courantes pour bloquer ce texte, mais il y a eu une première motion préjudicielle déposée il y a quelques mois de ça sur la question des comptes sociaux et ce qui avait été mis en place par le gouvernement justement pour rétablir les comptes sociaux, le RUAM et les emprunts qui devaient être faits. Il y a eu une nouvelle motion préjudicielle il y a quelques semaine de ça, déposée par Milia Toukoumoulis sur les zones franches pour bloquer ce texte. Il y a eu une nouvelle motion préjudicielle il y a quelques jours pour bloquer une loi de pays qui prévoyait notamment de prendre des mesures pour favoriser la concurrence, améliorer les délais de paiement, réglementer les bombes de peinture en Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que tous les prétextes sont bons à prendre pour les indépendantistes du Congrès pour bloquer et pour montrer que la Nouvelle-Calédonie avance pas. Je crois que ça les dérange qu'on continue à travailler. Alors vous avez tout de même réussi à faire adopter des textes un mercredi, 2 projets de loi du pays. Le premier concerne des aides en faveur des entreprises durablement touchées par la crise sanitaire. Ça concerne surtout le secteur du tourisme, mais il y avait urgence à le prendre. Oui, c'est des textes majeurs qui ont quand même été pris il y a quelques jours, parce que c'était un texte qui était passé en première lecture au gouvernement depuis quelques mois, et les entreprises qui sont durablement impactées par cette crise attendaient vraiment qu'on puisse leur donner vraiment un coup de pouce majeur avec cette aide sur les exonérations de charges sociales. Je crois que les travailleurs indépendants aussi qui sont concernés, 4990 personnes, c'était vraiment en attente de ce texte, et c'est pour ça qu'on a justifié la notion d'urgence. Et l'autre loi du pays qui a été adoptée, ça concerne le PTZ, le prêt à taux zéro. Il n'existait plus depuis la fin d'année 2020. Vous l'avez prolongé finalement de 10 ans. Oui, exactement. On était là aussi dans une notion d'urgence, puisque c'est un dispositif qui permet aux Calédoniens des classes moyennes d'accéder à la propriété. Donc il y avait une vraie volonté de notre part et de la rapporteure spéciale Muriel Malfar qui a soutenu ce texte avec les autres élus du Congrès, justement pour permettre que cet outil soit prolongé de 10 ans et qu'on puisse ainsi donner de la perspective à la fois au BTP, parce que ça permet de faire travailler les entreprises du BTP qui sont pas dans une situation facile, mais aussi permettre aux classes moyennes d'accéder à la propriété. Il y a d'autres textes aussi qui sont passés qui sont vraiment des bonnes choses. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qu'on avait mis en place l'année dernière dans le cadre à la fois de la relance économique mais de la crise Covid, qui est une prime qui peut aller jusqu'à 100 000 francs, qui est exonérée totalement d'impôts sur le revenu et de charges sociales. C'est 100 millions qui ont été distribués l'année dernière, donc 100 millions nets dans la poche des salariés calédoniens. Et enfin un texte qui est le statut de jeune entreprise innovante qui vient faciliter le développement de start-up en Nouvelle-Calédonie avec différents avantages. J'ai été hier à l'Assemblée Générale de la French Tech Calédonie, où on nous disait que la Nouvelle-Aquitaine lorgnait sur les start-up calédoniennes et essayait de les attirer dans leur technopole. Je crois qu'il faut mettre en place en Calédonie les moyens que les start-up calédoniennes se développent. Alors plusieurs de ces textes tout de même représentent des sommes importantes, des engagements importants. Est-ce que le 16e gouvernement, qui n'est plus de plein exercice,
peut engager des financements de cette taille-là? On peut pas voter des lois de pays qui sont des premières lectures. Là, on était sur des avant-projets de loi de pays qui étaient déjà passés au Conseil d'État, et donc on a pu les engager. Donc non, on peut pas voter un budget, on peut pas voter de nouvelles lois de pays, ce qui nous bloque aujourd'hui sur plusieurs sujets. Mais je prends le texte sur les exonérations de charges sociales pour les secteurs durablement impactés. Ça a un coût de 2,5 milliards, mais je considère que le coût serait supplémentaire si on ne faisait rien. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces entreprises, elles sont en incapacité de payer leurs charges, et si on ne les avait pas donné, enfin si on ne les avait pas aidés avec ce texte, ça aurait pu être une cessation de paiement, des emplois qui sont supprimés, et finalement des recettes qui rentreront moins in fine dans les comptes sociaux. On peut pas envisager de recours aujourd'hui sur les textes qui sont adoptés et dont certains contestent la légitimité? Oui, il y a l'Unipalica qui a indiqué dans sa déclaration de vote qui s'autorisait de faire une demande de seconde lecture sur ces différents textes. Vous savez, enfin, il y a un moment, la politique politicienne, ça suffit, quoi. C'est-à-dire que faire une demande de seconde lecture sur le prêt à taux zéro pour accéder à la propriété pour les classes moyennes, sur les secteurs durablement impactés. D'ailleurs, enfin, je rappelle à l'Unipalica que la majorité des hôtels de la province Nord sont aujourd'hui concernés par ces redressements sur les comptes sociaux. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui touche les plus petits salariés. Enfin, c'est les caissières, les petits salaires qui bénéficient de ça. Enfin, aller contre le développement des startups en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y a un moment, vraiment, la politique politicienne, il faut la mettre de côté. Mais alors, les indépendantistes annoncent maintenant qu'ils vont être capables d'élire un président du 17e gouvernement la semaine prochaine, le 12 mai, vous êtes convoqué. Oui. Vous y croyez à cette possibilité d'élire un président? Jacques Lallier nous avait dit, à la dernière séance du Congrès, enfin pas celle de cette semaine, mais celle précédente, nous avait dit au revoir au Congrès. Finalement, on a été encore présent. Donc, on prend les jours après les autres, les semaines qui se suivent. Finalement, on est toujours présent. Nous, vous savez, on n'a pas fait tomber le gouvernement. On continue à travailler. Et je me souviens quand il y a eu la première séance d'élection du gouvernement, et Louis Mapou et Gilbert Thuyennon avaient dit que lundi suivant, il y aurait un candidat unique. On est 3 mois plus tard, donc j'attends de voir. Mais alors, si c'est pas le cas, si cette semaine, il n'arrive pas à élire un président, combien de temps le 16e gouvernement peut continuer à fonctionner comme ça en affaires courantes, avec une contestation des décisions qu'il prend? Ça peut durer très longtemps? La jurisprudence évolue tous les jours. Là. Avec cette situation, on en apprend tous les jours sur notre capacité à prendre des décisions et sur quel niveau d'intervention. Quand ça dure 15 jours, la notion d'affaires courantes, finalement, est assez stricte. Quand ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer. La notion d'urgence, je pense, va primer. Enfin, en tout cas, nous, on présentera des textes. S'ils sont rejetés, ils sont rejetés. Mais il n'est pas question pour nous d'arrêter de travailler parce que les indépendantistes n'arrivent pas à se mettre d'accord pour une répartition de postes. Vous dites on continuera à travailler, mais en fait, vous êtes membre du 16e et du 17e, mais vous n'êtes que 5 membres du gouvernement dans ce cas-là. À savoir que vous siégerez encore après. Les 6 autres, est-ce qu'ils continuent à travailler ou est-ce que c'est vraiment une équipe réduite aujourd'hui qui est aux affaires depuis le 2 février? Il y a une équipe qui est plus réduite que sur la première partie, mais il y a la plupart des membres du gouvernement du 16e gouvernement continuent à travailler. Bon, il y en a quelques-uns qui viennent plus, mais la plupart viennent travailler. Mais pas les 11, on l'a bien compris. Les indépendantistes, maintenant, qui hésitent à répondre à l'invitation du Premier ministre à se rendre à Paris, ça vous étonne? Ça vous paraît important dans ce contexte qu'ils y aillent et que tout le monde y aille? C'est essentiel, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période où il faut justement être en capacité de discuter. Enfin, on a un pays à construire, on a une Nouvelle-Calédonie où les Calédoniens se sont prononcés 2 fois pour rester au sein de la République. Je pense qu'il y a un moment, on a besoin de visibilité, on a besoin de se parler. On a toujours fait avancer la Nouvelle-Calédonie en se parlant et en faisant pas un boycott des réunions, notamment à Paris. En plus, c'est une invitation du Premier ministre. De ce que j'ai compris, même le président de la République pourrait s'impliquer dans ce dossier calédonien. Je crois qu'on a besoin de visibilité, on a besoin de clarté, on a besoin de renouer le dialogue entre les uns et les autres. On a su le faire en 88, on a su le faire en 98. Je suis convaincu qu'on arrivera à le faire une nouvelle fois. Les indépendantistes peuvent y aller sans avoir élu de président du gouvernement?
Ah oui, ça serait. C'est pas. Je pense que c'est pas une condition. C'est un problème bloquant. Non, c'est pas un problème bloquant d'avoir élu un président du gouvernement. C'est surtout les partis politiques qui sont invités à cette séquence, plus que les présidents d'institutions. Même si au sein du groupe Le Prédour, il y a des présidents d'institutions qui y siègent, mais je crois que c'est plus les partis politiques et ceux qui ont été élus aux dernières élections provinciales qui sont légitimes justement à discuter de cet avenir institutionnel pour trouver quelque chose qui nous permettrait de sortir par le haut. Christopher Gigès, porte-parole et membre du 16e gouvernement, membre élu du 17e. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.